Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ceux que je n'ai pas salués, ravi d'être avec vous ce matin pour cette conférence organisée par ISTA ici dans le cadre de Solutions COP21 au Grand Palais. Je me présente pour ceux qui ne sauraient pas, Nathalie Croiset, je suis journaliste spécialiste de Green Business Nouvelle Économie, donc ravi de parler de ce sujet. Comme vous le voyez, 300 millions de tonnes de CO2 en moins grâce au comptage individuel. Alors on le sait, le bâtiment a un fort impact carbone, 22% des émissions de gaz à effet de serre. Puis d'un autre côté, on le voit, c'est plutôt encourageant, les résidents des logements peuvent par leur comportement faire bouger les lignes. C'est un puissant levier aussi pour baisser les consommations d'énergie. Certaines études le montrent, on va le voir en détail au cours de cette table ronde avec donc deux intervenants. Laurent Sirex, bonjour. Vous êtes président d'ISTA France, un leader des solutions de comptage intelligent pour l'eau et l'énergie. Vous allez nous en parler en détail, le présenter tout à l'heure. À vos côtés, Pierre Touillat, bonjour. Vous êtes conseiller délégué chez Polygolis, qui est l'un des plus grands bailleurs sociaux en France. Également membre, et c'est pour ça que vous êtes là, de l'IFL, donc qui est l'European Federation for Living, qui suit de près tous ces enjeux, en particulier de consommation énergétique, avec une vision globale sur l'Europe. Alors d'abord, l'un et l'autre, je vais vous passer d'abord la parole, Pierre Touillat, pour vous présentiez à la fois Polygolis et évidemment cette fédération. Merci madame. Polylogie est un groupe de logement social privé, bailleur social privé. Nous sommes organisés autour d'une société d'HLM principalement, la société HLM Le Giret, fondée dans les années 60. Nous gérons 70 000 logements, essentiellement en Haute-Normandie, dans les 8 départements de la région parisienne et autour de Perpignan. Nous sommes le 6 ou 7e groupe SA d'HLM en France. Il y a par ailleurs des offices, qui sont des offices publics, qui constituent une autre famille. Pour donner une idée, nous avons un chiffre d'affaires de 427 millions d'euros, un total de bilan de 3610 millions d'euros. Nous livrons chaque année 1400 logements et cette année nous en avons 2200 en portefeuille. Notre société a été fondée dans les années 60. À l'origine, elle devait construire du logement neuf à l'emplacement exact des bidonvilles et progressivement elle a fait du logement familial. Voilà donc ce qu'est Polylogie, voilà ce qu'est le Giret. Polylogie, excusez-moi, j'ai inversé, je l'ai fait à la grecque, j'ai inversé. Le faire à la grecque n'est pas pour me déplaire. Et nous avons ici des collègues allemands qui eux disent Polylogis, et ma foi, ça n'est pas si mal. Voilà ce que nous sommes. Nous avons été fondés dans les années 60 par Claudius Petit, qui était un homme qui avait des vues en matière d'urbanisme et qui était aussi un grand Européen et qui a beaucoup œuvré pour la constitution d'une Europe et d'une Europe d'après la guerre qui était une Europe de paix. Voilà donc ce que nous sommes, et j'évoque juste ce point parce que nous sommes une société qui a une coloration et qui a un goût pour l'Europe. Et je crois que ça n'est pas si courant. Et alors membre aussi de l'European Federation for Living, il faut en dire un mot aussi. Voilà. Donc, on est membre de European Federation for Living, la Fédération européenne pour l'habitat, qui est structurée autour d'un groupement d'intérêt économique européen, peu importe, qui est basé à Amsterdam. Ce groupement d'intérêt économique regroupe en 3 collèges des bailleurs qui constituent vraiment le corps, le noyau, les Allemands diraient le kern du réseau. Nous avons aussi des partenaires professionnels, dont ISTA qui est un bon compagnon, et nous avons aussi plusieurs centres de recherche, et en particulier 2 ou 3 ou 4 universités et centres de recherche en comptant large. Au total, une quinzaine de bailleurs, nous gérons plus d'1 million de logements tous ensemble, nous travaillons évidemment en anglais, et nous avons des groupes de travail, nous sommes engagés dans des projets européens comme par exemple iStay Home, que vous pouvez regarder voir sur Internet, et donc nous sommes dans une espèce d'Europe du logement social qui existe déjà, et dans une ambiance de compagnonnage professionnel. Voilà ce que EFL, qui est dirigé par Joost Nieuwenhuizen, qui est un néerlandais, qui est présidé par un néerlandais, qui lui-même est mandaté par une société française, qui est en fait une coopérative. Donc on voit bien qu'on est dans une dimension européenne. Il est mandaté par la coopérative Letco, qui est une coopérative de droit européen dirigée par des Français en partie. Voilà. Ce qui vous permettra tout à l'heure de rentrer en détail sur certaines études européennes qui seront très intéressantes pour nos discussions. Alors vous allez passer votre micro à votre voisin, Laurent Sirex, que j'ai présenté. Donc ISTA, est-ce que vous pouvez en présenter là encore de la même façon ce groupe? ISTA, leader de la maîtrise des consommations. Il faut bien approcher votre micro, allez, voilà, ici, pour bien vous entendre. Des consommations d'eau et d'énergie dans l'habitat collectif. Nous sommes présents dans 25 pays, très majoritairement en Europe.
Et comme le disait Monsieur Toulias, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes membres de l'IFL. Voilà, donc notre métier consiste à finalement maîtriser les consommations d'eau et d'énergie dans l'habitat collectif. En fait, c'est ce qu'on appelle l'individualisation des frais de chauffage en eau. Ce que l'on fait, c'est qu'on met en place un certain nombre d'appareils qui permettent aux gens de payer selon leur consommation réelle. Et on verra peut-être tout à l'heure, les nouvelles technologies, les objets connectés nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin, de proposer d'autres services, comme par exemple les diagnostics, la détection de fuite, etc. On aura peut-être l'occasion d'en revenir tout à l'heure. Alors, en France, ISTA, on est présent dans 3 millions de logements, près de 3 millions de logements, sur le parc public et privé. On a aujourd'hui un bailleur social, mais on a aussi bien entendu des immeubles sur le parc privé. C'est à peu près 100 000 immeubles aujourd'hui dans lesquels on réalise nos services en France, et on a déployé 4,5 millions de compteurs, et on est assez fiers de dire aussi qu'aujourd'hui on a déjà 500 000 compteurs intelligents sur notre parc. J'espère l'occasion d'y revenir, mais ces compteurs nous permettent de faire un tas de choses, et en particulier de faire beaucoup d'économies et d'énergie pour les occupants. Évidemment, vous allez en parler en détail. Je vais vous laisser la parole pour en parler. Mais d'abord, Pierre Touillat, parce que évidemment, c'est une problématique qu'on peut se poser sur ces enjeux de transition énergétique. Comment des grands organismes sociaux, et en particulier un Polylogie, abordent-ils cette question qui est centrale? Eh bien, on l'aborde d'abord de façon méthodique, ce qui en soi suppose un effort et suppose de penser le problème. On intervient de plusieurs façons. D'abord, on a un comité stratégique qui est extrêmement mobilisé sur ces sujets-là, qui est composé d'un certain nombre de très grands experts, d'ingénieurs des ponts, etc., qui sont nos administrateurs, qui étaient déjà des gens très experts et très compétents avant d'être au comité stratégique. Et on a une vue et un suivi extrêmement attentif de ces sujets-là, avec des indicateurs, et en particulier une vue des études étrangères. Par exemple, on va parler tout à l'heure de Delft, l'université de Delft, Technological University of Delft, TU, OTB, Delft. Delft, c'est la très vieille ville néerlandaise où les Néerlandais enterrent leur roi et qui a une très très vieille université. Les études de cette université, on les connaît depuis 4 ou 5 ans. Et on les suit depuis 4 ou 5 ans, et on a eu des séminaires privés avec par exemple le professeur Fischer, qui est venu nous expliquer en anglais, puisque notre comité stratégique n'a pas de problème particulier à cet égard, ces sujets-là. Donc on a ce suivi-là, on a des collègues qui sont très particulièrement attentifs, qui suivent les évolutions en matière d'énergie, qui auraient dit il y a 3 ans que le pétrole aurait le prix actuel. Et on en est, on pourrait ouvrir un débat, mais ce n'est pas l'objet, mais qu'est-ce qui se passe pour que le pétrole soit si bon marché? Donc la première question, le premier aspect de First Issue, diraient nos collègues, c'est qu'on a un comité stratégique très mobilisé, très, très attentif, qui se réunit souvent. On a aussi une pratique de projets européens, c'est-à-dire que depuis, je suis dans la société depuis 12 ans, depuis plus de 15 ans, on est dans des projets européens, qui sont des projets européens avec des bailleurs, avec le Centre scientifique et technique du bâtiment en France, avec des bureaux d'études étrangers, etc. Et donc on a une pratique de ça. La troisième chose, c'est qu'on recherche l'économie, on recherche l'efficience énergétique dans l'exploitation, et on est content de ce point de vue-là, si j'ose dire, d'avoir trouvé ISTA. C'est-à-dire qu'on met en place dans les logements neufs, compte tenu de la RT 2012, mais je développerai peu ce sujet-là, parce que ce qui est essentiel, c'est de traiter pour nous l'ancien patrimoine. Il est évident que quand nous serons très âgés, quand nous ne serons plus là, 95% du patrimoine, c'est un patrimoine des années 70-80. On recherche l'efficience énergétique dans ces bâtiments-là, en agissant par exemple à la lumière d'une simulation dynamique thermique, en procédant à une maîtrise de demande de l'énergie, et en mettant en place par exemple des contrats de performance énergétique. Oui. Autrement dit, on essaie de penser le sujet, on essaie d'avoir une pratique avec des Européens avec l'idée d'apprendre d'eux. Les Britanniques ont des choses à nous dire, par exemple en matière de relations avec les locataires, les Allemands évidemment en matière de traitement de l'énergie, de la chimie, les Néerlandais en matière de méthode, et nous on a des ingénieurs qui ne sont pas maladroits non plus. Voilà. Et enfin on déploie méthodiquement, je dirais pas modestement, mais méthodiquement, pas à pas, un certain nombre de techniques et de procédés juridiques et d'ingénierie, de façon à ce que nos locataires, on va y revenir, enregistrent une baisse de leurs coûts. Oui. Et nous, de façon certaine et progressive,
une optimisation du fonctionnement de nos immeubles. Bien sûr, parce que ce sont aussi des locataires qui ont souvent des revenus faibles, c'est aussi un des enjeux. On a des illustrations un petit peu de ce que vous faites. On a vu ce CPE, ce contrat de performance énergétique en Ile-de-France. On va rentrer évidemment un peu plus en détail. La réhabilitation, vous l'avez évoqué, c'est un enjeu important. Mais on va rentrer encore plus dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de comptage individuel, de submetering, si on veut parler en anglais. Alors Laurent Sirex, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi ça consiste précisément, ce comptage divisionnaire, on va dire? En français, comptage divisionnaire, submetering en anglais, en fait ça consiste, c'est finalement un élément assez important. Pierre Touillat vient de parler des immeubles anciens, et justement on met en œuvre nos solutions dans des immeubles anciens, et on permet aux occupants de faire des économies. Alors comment ça fonctionne? Vous avez ici un schéma qui vous montre un immeuble. Imaginez que dans cet immeuble vous avez un chauffage central, par exemple au gaz ou au fioul. L'immeuble est livré en énergie. Et ce qu'on sait faire aujourd'hui, nous, ce que l'on fait, ce que l'on appelle le submetering, c'est le fait de positionner des appareils de mesure pour faire en sorte qu'on soit capable d'individualiser les charges de chacun des logements. Donc notre métier à Novista, c'est de positionner, d'installer ces appareils, de les maintenir, de les relever, de faire en sorte de réaliser les quittances pour chacun des logements. Et en collaboration avec le bailleur, nous allons être capables de transmettre cette quittance aux occupants. L'intérêt de cette mesure, d'abord, il faut avoir en tête que le submetering, c'est principalement sur finalement l'eau et le chauffage. Vous avez ici un graphe qui vous montre que l'eau et le chauffage, ça représente 53% en moyenne des charges d'un logement. On comprend bien. Il faut le rappeler, souvent on l'ignore, mais c'est important de rappeler que c'est plus de la moitié des charges pour un locataire. Donc c'est stratégique de pouvoir les maîtriser, c'est stratégique pour les bailleurs, stratégique pour l'occupant de pouvoir maîtriser ce point. Alors l'autre point aussi particulier, Pierre Touillat a parlé effectivement du prix du gaz qui a baissé ces derniers temps, mais la tendance quand même à long terme... Parce qu'il est lié au prix du pétrole, évidemment, voilà, baisse. On a le gaz de schiste, etc. On a des phénomènes à court terme qui peuvent expliquer cette baisse, mais on sait qu'à long terme, il va continuer à monter, et on sait surtout aujourd'hui, dans cet endroit-là, le COP21, que finalement, le chauffage, en particulier le chauffage collectif, c'est extrêmement générateur de CO2, puisque c'est principalement sur des énergies. Et bien entendu, on comprend bien l'importance de bien gérer. Vous voyez, 900 € en moyenne pour un foyer en France, c'est considérable les frais de chauffage. Surtout que le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter, il faut le répéter. Et donc ça permet quoi comme potentiel d'économie? Parce qu'on parle quand même de ce comptage divisionnaire. Alors le comptage divisionnaire, vous avez ici une liste des 20 études européennes sur le potentiel d'économie du comptage divisionnaire, du submetering. Ces études ont été faites dans la plupart des pays d'Europe, dont en France. Elles montrent toutes la même chose, 20% d'économie en moyenne, mesurée à l'immeuble, j'insiste, parce qu'en fait dans un immeuble, on va avoir des occupants qui vont faire plus d'économies, ceux qui font attention, on sait qu'ils font plus d'économies, mais en moyenne, on est à 20%. Vous voyez, les études montrent entre 15 et 25% pour la majeure partie d'entre elles. C'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour dire qu'il y a un vrai potentiel d'économie important. Ces études le prouvent. Exactement. Donc c'est la raison. Alors on le voit de plus en plus justement, Laurent Sirex, la réglementation européenne généralise l'obligation d'individualiser les charges de chauffage. Donc finalement, est-ce que c'est aussi de ces raisons de ce dont on parle là, en ce moment? Oui, ces études finalement ce sont des faits, hein. C'est la preuve que cela fonctionne. Et bien entendu, nos politiques se sont emparés de ces données. D'abord, il faut savoir que la directive d'efficacité énergétique qui est parue en 2012 généralise dans l'ensemble des pays de l'Union la répartition des frais de chauffage dans les immeubles équipés d'un chauffage collectif. Il faut savoir que nos voisins européens, la plupart de nos voisins européens sont déjà équipés, comme par exemple l'Allemagne. Donc ces 20%, en Allemagne, les calculs ont démontré qu'ils ont généré 350 millions de tonnes de CO2 que l'Allemagne n'a pas rejeté depuis la mise en place dans l'atmosphère, depuis la mise en place de cette mesure après la réunification en 91. L'Allemagne a généralisé cette mesure, et donc ces 350 millions de tonnes de CO2 qu'on n'a pas finalement injectées dans l'atmosphère. Et bien entendu,
Tout ça fait qu'aujourd'hui, la législation européenne le porte, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. En France aussi, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, notre Parlement a voté cette mesure. On va dire qu'en France, ça démarre un peu, quand dans d'autres pays, l'Allemagne, le Danemark, il y a beaucoup de progrès quand même. En la matière, ça avait avancé, ça avait commencé peut-être un petit peu plus tôt que nous sur cette question-là. Oui, même nos collègues allemands pourraient vous dire qu'en Allemagne, à la limite, vous ne pouvez pas rentrer, être locataire dans un logement sans avoir vos charges individualisées. Ça, à la limite, ça n'existe pas. En Allemagne, voilà, tout le monde paye selon sa consommation réelle. Et finalement, quand on regarde en France, c'est pareil. Tout le monde paye selon sa consommation réelle, quand on a un chauffage électrique, quand on a un chauffage au gaz individuel. Et finalement, il ne reste plus que les quelques personnes qui habitent, les 5 millions de logements sur lesquels en fait, on a du chauffage collectif, qui eux sont les seuls à ne pas payer leur consommation de chauffage selon leur consommation réelle. C'est bien le problème du collectif ou même des copropriétés qui parfois se disputent à propos de ces sujets-là, donc c'est intéressant que ça évolue. Alors on l'a vu, on a parlé quand même de rénovation, on a parlé de plus en plus des constructions neuves, des labels, mais on peut le voir quand même dans les études, et c'est pour ça que je vais me tourner vers vous, hein, Pierre Touillat, l'importance du comportement quand même, qui est vraiment centrale au cœur de cette démarche. Vous avez parlé tout à l'heure de l'étude de l'université de Delft, et vous allez y revenir en détail. Donc, l'université de Delft a une position singulière, d'abord parce qu'elle est très très ancienne, une université qui existe depuis le Moyen-Âge et qui capitalise terriblement sur les questions de logement social. C'est assez peu connu, mais l'université de Delft a un partenariat depuis des lustres avec le logement social néerlandais et l'organisation, la fédération du logement social néerlandais qui s'appelle l'EDES, A-E-D-E-S. Et imaginez pour les Français, enfin pour tout le monde ici n'est pas français, mais pour les Français, imaginez que le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, travaille depuis 25 ans avec l'Union des HLM et constitue des bases de données, constitue des études et en permanence tire en quelque sorte des carottes à propos du logement social. Donc l'université de Delft travaille au coude à coude avec le logement social et publie régulièrement des travaux qui sont des sortes de monographies qui en fait correspondent à des PhD qui sont pilotés par les grands académiques avec de jeunes doctorants. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un tissu professionnel très dense avec le logement social. À partir de là, de temps en temps, l'université, enfin de temps en temps, de façon organisée, car les Néerlandais sont des personnes organisées, et les Hollandais particulièrement, parce qu'on est en Hollande, il y a un plan de travail et donc on mène des études. Et donc l'université de Delft mène en permanence des études à caractère énergétique et elle est fondamentalement technique. On nous explique que c'est une université technique, sous-entendu, pas une université de lettres, c'est pas une université où on apprend le sanskrit, etc. Chez les Néerlandais, c'est vraiment comme une école professionnelle supérieure. C'est ça qu'il faut sentir. Et donc, cette université mène un certain nombre d'études régulièrement, et là, les dernières études qu'elle a menées, la dernière étude qu'elle a menée de façon substantielle... Et elle est révélatrice, là, on a des chiffres et des indications. Il y a 200 000 logements qui sont traités, donc l'échantillon, de sample en anglais, l'échantillon c'est 200 000 logements. Ce sont des logements qui sont des logements néerlandais qui constituent, j'allais dire en termes universitaires, un corpus significatif. On a toutes les catégories de logements néerlandais typiques, des maisons en bande, etc. Et nous on a regardé ça très très près, on a des cotations des logements, c'est-à-dire qu'on prend un logement en pignon, on prend un logement central, on prend un logement plutôt chauffé par les voisins, etc. Donc c'est une étude qui est difficilement contestable. Et on va voir que l'étude allemande qui traite plus de 2 millions de logements confirme et conforte cette étude-là. Donc ce qu'on voit en fait à partir de 200 000 logements sur lesquels l'étude a été menée de façon très très méthodique avec des modèles économétriques, c'est que les consommations énergétiques diminuent de 1,8% sur une douzaine d'années et qu'en même temps les objectifs qu'on envisage à l'origine ne sont jamais atteints. Et j'allais dire à la fois par défaut, mais aussi par excès. En langage vulgaire, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Et c'est tout à fait étonnant. Et alors aussi, ce qu'on ne dit pas ici, il y a une analyse et une critique des labels, je le signale pour les personnes que ça intéresse. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le label n'est pas inintéressant, mais qu'au fond, il a une espèce de valeur indicative, mais pas beaucoup plus, ce qui est terriblement appauvrissant par rapport à l'ambition du label. Mais les Néerlandais, par exemple, ont mis en valeur que les labels sont critiquables au sens de la critique intellectuelle. Bon, on connaît par exemple le label Passive House,
qui prévoit par exemple que pendant une certaine durée, les tests de, comment dirais-je, thermiques se font avec l'idée qu'il fait moins 20 dehors. Bon, il est évident que dans le sud de l'Allemagne, ce sont des choses qui arrivent, ça arrive un peu moins fréquemment, simplement même quand on habite dans l'Allier ou quand on habite en Haute-Garonne. Donc, première remarque, les labels ne sont pas toujours si bien composés que ça. Deuxièmement, ils sont souvent déployés de façon un peu maladroite, parfois médiocre, lorsqu'on construit, par des bureaux d'études ou des fournisseurs qui ne les maîtrisent pas bien. Bien souvent, on ne vérifie pas après que les objectifs sont atteints. Et quand on vérifie une année, 3 années, etc., on se rend compte que les résultats sont différents et parfois meilleurs. Ouais. Et donc là intervient la variable du comportement des locataires, qui est quelque chose de tout à fait déterminant. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, si je trouve d'être un peu long. Non, vous n'êtes pas trop long, mais vous avez parlé du monde de l'Allemagne et de l'université de Dresde, donc ça va être intéressant aussi de passer à une autre étude qui conforte ce qu'on dit finalement quand on a souvent un beau bâtiment, a priori un label, un BBC ou autre, finalement après la consommation dépend beaucoup du comportement et certains se lâchent un peu finalement. Oui, c'est ce que disait Pierre Touillat. En fait, cette étude de l'université de Dresde en Allemagne, faite par le professeur Felsman, qui est très très connu, un grand scientifique du sujet, montre effectivement finalement le bâti. Plus vous avez un bâti finalement écologique, plus finalement moins vous allez faire attention au chauffage, moins vous allez faire attention à votre comportement. Et donc, en fait, cette étude montre exactement la même chose, c'est qu'il existe des labels, il en faut bien. Il existe finalement aujourd'hui en théorie, quand on va construire un bâtiment, aujourd'hui la RT 2012 demande en France de construire des bâtiments qui consomment 50 kWh par mètre carré par an. En théorie, tout ça, ça se calcule, mais dans la réalité, finalement, on voit que la réalité est bien différente. Donc, ce professeur et cette étude, qui a été faite quand même sur 3,5 millions de logements, donc une étude conséquente avec des bâtiments qui datent des années 50, 60, 70, et puis des bâtiments récents, des bâtiments BBC, le montre très clairement, et l'auteur plaide vraiment en faveur de la mise en place d'individualisation des frais de chauffage, y compris dans les bâtiments bien isolés, justement pour faire en sorte que finalement les occupants aient un comportement vertueux. On comprend assez facilement finalement quand on est dans un bâtiment BBC, c'est un bâtiment qui est, pour faire simple, un bâtiment fermé, et dans lequel le comportement que l'on a ne peut pas être le même comportement qu'on a dans un bâtiment actuel. Pourquoi un bâtiment actuel, on va aérer, etc. Ce type de bâtiment, finalement, ils ont des VMC, ils ont des aérations automatiques, et donc on ne peut pas du tout vivre dans ce bâtiment de la même manière. Donc c'est pour cela qu'il est important de mettre un certain nombre de mesures pour faire en sorte que les comportements arrivent à atteindre les objectifs que fixent finalement, in fine, en théorie, les bâtiments que l'on va construire. Alors pour bien comprendre le comportement, vous avez encore d'autres études, on peut savoir un peu ce qui motive finalement les uns et les autres dans une telle démarche. On peut dire, est-ce qu'on a une conscience écologique, comme on dit souvent, quand on pose la question est-ce que vous voulez sauver la planète, on répond oui. Dans les faits, dans sa réalité, on n'agit pas toujours de cette façon-là. Qu'est-ce qui peut motiver ceux, en tout cas, qui font cette démarche? Il y a une étude assez intéressante, et l'étude ADEME qui a été faite en 2007, à laquelle s'est rajoutée aussi une étude sociologique faite par l'Université de Toulouse. Et en interviewant finalement les personnes qui ont travaillé sur ce sujet, les occupants qui ont été concernés par cette opération, on se rend compte d'un certain nombre de choses. On enfonce des portes ouvertes, on a l'impression, mais c'est quand même important de le voir. D'abord, 99% des habitants considèrent qu'il est normal de payer selon sa consommation réelle. Ça paraît logique. Ça a été confirmé aussi par une enquête faite par le CREDOC en 2007, qui aboutissait à peu près au même chiffre. Ça, c'est d'abord un point important. Ensuite, les occupants considèrent aussi que ça permet de voir ce que l'on consomme, que ça sensibilise les gens finalement aux économies de chauffage, et que ça permet de faire des économies de chauffage. Donc tout ça, la majeure partie, l'immense majorité des personnes interrogées considèrent que c'est vertueux. Et il y a même quelque chose de plus important encore, plus intéressant qu'on ne voit pas dans les slides ici sur cette étude, c'est que 83% des gens se disent même prêts à modifier leur comportement en vue finalement de faire un effort pour l'environnement. Ça, c'est aussi assez intéressant de voir que finalement
aujourd'hui la conscience écologique monte très clairement. Donc on comprend bien finalement que à partir du moment où les gens veulent payer leur consommation réelle, finalement ils se responsabilisent et tous les effets que l'on voit ensuite derrière au travers de ces études. Peut-être vous y rajouter quelque chose. Oui, bien sûr, compléter. De toute façon, je pense que vous pouvez échanger tous les deux sur cette question-là. On sent qu'il y a des publics qui sont évidemment naturellement sensibilisés, qui y vont, mais il y a une grande majorité qui n'y vont pas naturellement. Donc c'est important de parler un petit peu de ce qu'on peut leur apporter, de l'information, des conseils. Donc je pense que l'un et l'autre, vous avez des illustrations et des commentaires à faire. Moi, je voudrais revenir un instant sur ce qu'a dit, mais pas explicitement, Laurent, à propos du comportement des locataires, ce qu'on appelle l'effet rebond. En bon français, pour faire chic, le rebound effect. Il y a un certain nombre de notes sur ces sujets-là. Donc l'effet rebond. On se rend compte en fait, et ce que j'appellerais le syndrome de la personne très bien chauffée qui se promène en maillot de bain dans son appartement. On se rend compte, parce que ce sont des choses qui existent, on se rend compte en fait qu'un certain nombre de personnes consomment moins alors qu'elles ont des revenus plus faibles. Et en fait, elles sont économes. Un peu comme nos grands-parents nous incitaient à leur appartement est extrêmement bien isolé, très confortable, etc. Se lâche en quelque sorte en disant c'est le syndrome du maillot de bain, en disant puisque de toute façon c'est moins cher, c'est très agréable d'être à 23 degrés, parfois même certains envisagent sérieusement de se lancer dans l'élevage du ver à soie. Donc on se rend compte en fait qu'on a quelque chose qui déconcerte et on a de bonnes surprises et on se rend compte en fait que là intervient le comportement du locataire. Et alors c'est quelque chose qui n'a pas été dit mais que moi, comme bailleur social, je dois dire. La vertu, le volontarisme, nul ne sera contre, mais il faut quand même que la vertu s'incarne et qu'elle puisse s'implanter dans la réalité. À partir du moment, grâce à nos amis de ISTA, où nous mensualisons les charges et où nous permettons l'expression immédiate. On va laisser passer les turbulences. À partir du moment où nous permettons l'expression claire de la consommation, les comportements changent. Ce qui donne. Dis donc Martine, tu as vu, sur la quittance de ce mois-ci, nous avons consommé 3,70 € d'eau chaude, alors que le mois dernier, on en a consommé 5. Oui, alors c'était l'été, on a lavé la toile de tente, ou on a lavé les chaussures des enfants. Ça, si vous voulez exprimer, c'est exprimé en euros. C'est-à-dire que c'est pas j'ai consommé 3 mètres cubes 75. Donc grâce à ISTA, on a ça, et on se rend compte que à partir de cela, on a conscience. On se rend compte aussi que le temps où le bailleur disait « Ah, vous êtes au mois de novembre, au locataire, vous êtes au mois de novembre, nous vous envoyons votre régule de charge de l'année dernière et vous verrez qu'au mois d'août l'année dernière, vous avez trop consommé. » Donc ça met tout le monde dans une position extrêmement difficile. Parce que, ah bon, on a consommé, on se souvient plus. Donc à partir du moment, c'est l'histoire du compte tour dans une automobile. Si vous savez exactement combien de tours votre moteur tourne, vous doutez que c'est un incident. Alors, c'est intéressant parce qu'il suffit d'être simplement un peu attentif, de prendre conscience de ce que c'est, et on évite aussi le coercitif ou le moraliste. Tu dois, vous savez, comme une espèce d'impératif catégorique, tu dois, ça. Oui, d'accord, mais... Et l'autre jour, j'étais dans un groupe européen, dans un groupe de projets européens, qui se déroulait dans un centre social, à partir d'un groupe d'alphabétisation. Dites-moi si je suis trop long. Non, pas du tout. Donc nous étions à Colombes. C'est intéressant, très intéressant. J'espère. J'espère et reconnaissez que j'ai mis du mien. Donc j'étais dans un groupe à Colombes, au centre social de Colombes. Ne vous inquiétez pas, il ne s'enfuit pas à cause de vous. Hein. J'espère. Il me l'a confirmé. Car la matière gagne à être connue. Donc j'étais avec un groupe d'alphabétisation essentiellement de femmes qui sont des personnes qui sont alphabétisées en français. On ne veut pas dire qu'elles soient analphabètes. Et donc, ces personnes regardaient beaucoup la télévision et des chaînes que nous ne regardons jamais, y compris des chaînes étrangères de grande qualité, etc. Et on leur a dit, on leur a fait une description claire des consommations électriques. Et par exemple, et y compris à mon grand étonnement, on a découvert que les horloges électriques, les appareils consommaient parfois plus que les appareils eux-mêmes. Par exemple, une cafetière électrique consomme moins que l'horloge électrique qui indique l'heure. Si on regarde attentivement une cuisine, on a 3 ou 4 horloges, et parfois plus. Et donc, on était avec essentiellement ces femmes, une monténégrine, des maghrébines, une biélorusse, une russe, des gens du Sri Lanka, etc. Et elles ont pris en photo les tableaux
qui montrait les consommations et les consommations lumens, les lampes électriques, certaines disant je vais montrer ça à mon mari, et on voyait par exemple qu'on économisait 23 € sur l'année si on faisait attention avec la cafetière électrique, simplement sur la cafetière. Autrement dit, moi je crois à la vertu évidemment, et je souhaite y croire, mais je pense que il est appréciable de ne pas être dans le moralisme ou la leçon qu'on donne aux gens, en disant tu dois, etc. Particulièrement des gens qui peuvent avoir des petits revenus, des revenus faibles, moyens, et de leur dire c'est votre intérêt bien compris, vous pouvez faire ça tranquillement, dans un certain nombre de cas, éviter d'acheter des objets avec horloge, et mensuellement, vous pouvez dire à votre mari, il y a des familles où c'est le mari qui regarde les factures, c'est le mari qui signe les factures, c'est le mari qui envoie les chèques. Les femmes, elles sont avec leur ice cooking toute la journée et elles se disent bien quand même ça chauffe. Voilà. Et donc, la vertu, oui, un peu d'éducation, oui, et en même temps, la facturation mensuelle grâce à vous, avec une expression claire qui permet de savoir assez simplement où on en est en se disant Lulou, j'ai énormément utilisé l'eau, l'électricité le mois dernier, ça va sûrement taper du. Alors, on ne peut pas rentrer dans tout. Non, on n'a pas été trop long, pas de souci. Mais on peut pas rentrer dans tous les détails. Il y a aussi un mémoire de l'Université de Strasbourg qui rentre dans les détails, qui montre l'importance justement de la communication avec les locataires. Vous avez donné un exemple précis, de détecter aussi des ambassadeurs pour pouvoir en parler. Enfin, on pourrait rentrer en détail. Évidemment, le réseau familial, le contexte aussi est important. Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette étude qui prouvent en tout cas qu'il faut vraiment faire de la pédagogie, informer autant que possible, être au plus près aussi des habitants. Oui, et on est dans un projet européen, on est engagé dans un projet européen qui s'appelle TRIM en français, qui est un projet qui vise à économiser l'émission de 9000 tonnes de CO2. Alors, exprimé de façon simple, ça fait 1500 bus impériaux, les bus britanniques, les bus rouges, qu'on connaît tous, 1500 bus. On est dans c'était précisément à propos de ce projet que j'évoquais, la question du groupe d'alphabétisation dont nous avons prolongé le travail. C'est pas non plus anodin de travailler avec un groupe d'alphabétisation essentiellement féminin. Et donc là, on cherche à économiser 9000 tonnes de CO2 et à avoir, l'objectif d'un certain point de vue n'est pas très ambitieux, on cherche à avoir 9% d'économie d'énergie. Enfin de consommation d'énergie. Et on se rend compte qu'on y parvient bien. Et ce que montrent les études, alors on va employer un mot savant que vous fréquentez bien, le concept Hawthorne. Enfin, Monsieur Hawthorne, pour les Français, c'est Hawthorne. Bon, c'est un sociologue qui montre que à partir du moment où on comprend qu'on économise, il se crée une espèce de conduite vertueuse. Enfin, on est en économie libérale qui a des vraies qualités, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'allant qui se crée, d'émulation, et bon an, mal an, et on le voit particulièrement, c'est le rôle des femmes qui restent à la maison et crucial, elles prennent de nouvelles habitudes régulièrement en disant si j'économise là-dessus, je vais pouvoir acheter une paire d'Adidas de plus à mon fils, etc. Et donc ce que montre l'effet Hawthorne, c'est que ce que les Britanniques appellent l'empowerment et les Canadiens le développement de la capacité d'agir, puisque les Canadiens ont l'ambition de parler le français, ce qui est assez louable. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où on stimule un peu, en donnant une information loyale, sans manipuler, sans être coercitif, parce que ça n'est pas une bonne chose. Et nous, parfois, dans nos groupes européens, nous voyons, par exemple, les Britanniques, nous les trouvons assez pressants à l'égard des locataires et un peu plus, avec des médiateurs, etc. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est qu'au fond, on revient à l'idée d'éduquer, le mot allemand Erziehung, c'est-à-dire on tire vers le savoir et vers l'amélioration. Ça veut dire ça en allemand. C'est un mot dynamique. On se rend compte que par une éducation, la mise à disposition d'une information et de bons instruments, parce que s'il n'y a pas la base matérielle, ça c'est très important. S'il n'y a pas la base matérielle, si ça ne marche pas bien, vous n'êtes pas convaincant. Et si la facturation est mauvaise, si les compteurs ne marchent pas bien, si c'est aléatoire, si il faut faire une régule parce qu'on vous a demandé 200 €, mais c'est juste 20, mais on va vous et sinon on met 8 jours ou 2 semaines à rembourser et qu'on se fait détester, ça c'est très mauvais. Et ça non seulement c'est contre-productif, mais d'une certaine façon ça n'est pas vertueux, et ça ne correspond pas à la petite vertu à caractère, je veux dire un peu civique, collective. Les étrangers diraient communautaire, mais c'est un mot en France difficile, communautaire. Bon, disons collective, là on n'est pas au rendez-vous, ça n'est pas bien.
Alors Laurence, c'est votre point de vue aussi sur toute cette question du comportement aussi des habitants. Oui, alors là, on est rentré dans les effets sociologiques vraiment primaires, mais ces effets-là, on les constate au travers des études. Alors, vous avez ici une diapositive qui montre une étude faite par DENA, qui est en fait l'équivalent de l'ADEME en Allemagne. Cette étude avait pour objectif de regarder finalement quel était, et Pierre Touillard en a parlé, quel était l'impact de la mensualisation, c'est-à-dire de l'envoi d'informations plus fréquentes aux occupants sur leur consommation. Et le constat est hyper clair, c'est que sur l'ensemble des participants à cette étude, finalement, ceux qui ont reçu une information mensuelle ont baissé leur consommation de 16%. Et cette consommation n'a pas été mesurée juste sur une année, 3 années de référence, une année de référence, 2 autres années. Et on voit très bien, par rapport au groupe référent qui lui est resté stable et monté légèrement d'1%, on voit bien que finalement les occupants ont baissé leur consommation. Les faits sont là. Ils nous montrent d'autres études. Une étude a été faite par l'université de Aachen aussi en Allemagne avec la partie recherche et développement d'EON. Et ils ont montré exactement la même chose sur plusieurs types de comportements et de fréquences d'envoi. Une fréquence biannuelle, on atteint déjà 5% de plus, et une fréquence mensuelle, on atteint aussi des ordres de grandeur de 12 à 16%. Très clairement, on voit dans les faits, ces études démontrent ce qui a été expliqué par Pierre. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là. On voit à quel point c'est important, pas seulement avoir un beau bâtiment, mais de pouvoir s'en servir et de le faire correctement et d'en être informé, peut-être parce que le temps passe finalement, hein, peut-être pour conclure, même peut-être qu'il y a une ou deux questions dans la salle, pourquoi pas, mais vous avez parlé tout à l'heure de la France, on est là aussi en France, ça avance aussi, on a quand même une loi sur la transition énergétique, et la donne chance d'aider aussi les habitants, et en particulier dans les logements sociaux. Oui, je parlais en introduction de la directive d'efficacité énergétique, mais en France, on a la loi sur la transition énergétique qui vient d'être votée et qui a été promulguée le 18 août par le président de la République. Alors, en 2 mots, on se rappelle que cette loi, c'est la fameuse loi qui fixe l'objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, de diviser par 2 à horizon 2050 nos consommations d'énergie, diviser par 2, hein, c'est vraiment énorme, et bien entendu surtout de réduire la consommation d'énergie primaire et de réduire bien entendu tout ce qui concerne les émissions de CO2 de manière globale. Alors, en France, on a un enjeu important. On a sur les 14,5 millions de logements qui sont collectifs, on en a 5 millions qui sont équipés d'un chauffage central, dont 90% ne sont pas aujourd'hui équipés, ne sont pas individualisés en fait. Et nos parlementaires, le Parlement a voté au travers de cette loi la généralisation de la répartition des frais de chauffage en France dans tous les immeubles, ce qui aura des effets très conséquents, macroéconomiques conséquents. Vous l'avez ici, on parle de 4,5 millions de logements, on va économiser 6 milliards de kilowattheures, c'est l'équivalent d'une tranche nucléaire, c'est l'équivalent de la consommation de chauffage de l'agglomération du Grand Lyon, et c'est aussi 2 millions de tonnes de CO2 qu'on ne va pas émettre dans l'atmosphère, et ça c'est l'équivalent d'1 million de véhicules qu'on arrête demain matin. Donc là on est en train de parler de solutions, on est en train de parler d'une loi qui a été votée, l'application est maintenant, d'ici quelques mois, d'ici 18 mois, on peut avoir couvert l'ensemble du parc français. Ça prouve bien qu'on a la capacité de mettre en œuvre rapidement des solutions pour baisser nos émissions de CO2. Ça ne coûte pas cher, c'est même mieux que ça. Ça dégage du pouvoir d'achat, puisqu'on estime aussi à près de 450 millions d'euros de pouvoir d'achat qui pourra réinvestir dans l'économie française. C'est autant d'énergie fossile que l'on ne va pas acheter finalement sur le marché, et autant d'argent qu'on réinjectera dans notre économie. Donc ça a aussi cet effet vertueux. On va créer aussi des emplois. On parle de 3000 emplois que l'on va créer. Donc voilà, aujourd'hui, finalement, nos politiques ont bien compris. On n'est plus finalement à l'heure de se poser des questions. Les études, les faits sont là. Maintenant, on est à l'heure de l'action qui va finalement faire en sorte qu'on rejettera beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère. Et en particulier, ici, on est au cœur de Paris. Oui. Il faut savoir qu'autour de nous, en Ile-de-France, on a près de 500 000 logements qui sont concernés. Bien entendu, quand ces logements seront équipés, ce sera autant de CO2 qui
ne partira pas dans ce beau ciel parisien. Peut-être un mot de Pierre Touillat quand même sur ces enjeux-là, quand on est dans le logement social, voir arriver quand même cette loi et ce comptage, on a vu l'importance que c'était de voir concrètement oui, alors c'est tout à fait pour nous tout à fait majeur. Il y a cependant une difficulté qui à mon avis va être surmontée, mais c'est la difficulté du chauffage collectif, qui est une vraie difficulté, c'est-à-dire en résumé et en langage un peu vulgaire, votre plancher est le plafond de l'autre et le plafond de l'autre est votre plancher, je résume, mais du point de vue de la production de chaleur, ça pose un certain nombre de problèmes techniques et de comptage qui sont pas évidents, que nos amis connaissent bien, mais je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que ce qui est très intéressant, on ne l'a pas dit, on n'a pas évoqué ce chiffre, nos collègues allemands de la Florence de l'Elbe, de Dresde, ils ont utilisé 4 millions de données. 4 millions de données, plus de 2 millions de logements, 4 millions de données, et évidemment ils incorporent dans leurs études les anciens patrimoines de RDA, République démocratique d'Allemagne, avec les fameux Plattenbauten, qui sont des logements qui étaient industrialisés, etc. Bon, les gens d'Aix-la-Chapelle aussi, on a aussi des études en France, le rapport Biard, le rapport Rouquette, etc., Brice-Pierre, etc. On a tout un tas de rapports. Donc ce dont on se rend compte, et pour quelqu'un qui est de ma génération, c'est que les logements des années 60, finalement, on arrive à les assimiler dans ces études, et on en a dit du mal, et bien du mal, et parfois bien à tort, parce que les structures de béton sont souvent très intéressantes, il y a des logements de grande qualité. Donc on s'aperçoit qu'on arrive à absorber dans un modèle économique, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a 20 ans, le modèle économique n'existait pas, et il n'était pas possible, je pense que la technique aussi ne le permettait pas. Donc ça, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que peut-être qu'on va arriver, bon an, mal an, à aligner les planètes. C'est-à-dire un bon service avec une société qui fait bien son travail, la facturation mensuelle, la possibilité d'avaler les patrimoines dans ce modèle industriel et de faire des travaux de réhabilitation. Parce que parallèlement, les travaux de réhabilitation, l'integrated design s'améliore, enfin, la façon dont on conduit les travaux, et le comportement des locataires s'améliorant, mais de façon modérée, de façon économiquement marginale, on peut arriver probablement à aligner les planètes et à atteindre les objectifs qui me semblent, moi, maintenant réalistes, alors que franchement, une dizaine d'années, on se disait, tout ça, on a envie d'y croire, mais on n'y croit pas forcément. Donc c'est notre optimisme. Voilà. Et moi, je trouve que c'est assez réconfortant. Et que on tient le bon bout de toute façon. Voilà. Merci à vous, en tout cas c'était très détaillé. Il y a peut-être une question, un complément? Besoin de savoir quelque chose en plus? Tout le monde a tout ce qu'il faut comme information? Oui, allez-y, monsieur. Vous m'entendez? Oui. On va vous passer le micro. Je suis copropriétaire de beaucoup de gens et il y a un mélange de... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a la loi, il y a la fameuse loi, et puis il y a ce merveilleux bon sens qui se révèle à travers des études, entre les études allemandes. Ce n'est que du bon sens. X% de ceci, ce n'est que du bon sens. Peut organiser. C'est la force de Est-ce que les syndics ont accès à toutes ces études que peut-être beaucoup de copropriétaires ne connaissent pas? C'est une très bonne question à laquelle on a décidé de répondre, mais d'un point de vue avec notre syndicat professionnel, puisqu'on a lancé il y a maintenant 2 semaines une campagne d'information sur Internet qui s'appelle, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, monchauffageéquitable.com. Et sur ce site Internet, on a l'ensemble des informations qui concernent la répartition des frais de chauffage, l'ensemble des informations sur les études. Et vous avez tout à fait raison. Pour nous, finalement, industriels, on a aussi une responsabilité, et c'est celle de faire connaître ces résultats et de les publier, de les rendre disponibles. Donc, oui, on l'a fait, et on est aussi amené, nous, on peut vous le dire, au travers de simplement nos équipes commerciales, de transmettre ces informations aussi aux syndics, qui, on peut le dire aujourd'hui, sont quand même nettement plus à la page et nettement plus enclins à travailler ces sujets qu'il y a quelques années. Et pour votre information, j'étais il n'y a pas longtemps à l'Agence parisienne du climat qui a décidé de lancer une plateforme pour s'adresser justement aux syndics et aux copropriétés, pour savoir à qui s'adresser, comment faire les travaux. J'ai la même problématique que vous, dès qu'on parle rénovation énergétique, personne n'y comprend grand-chose, on va dire, on ne sait pas à qui s'adresser. Et c'est vrai qu'ils essayent de former les syndics, mais il y a encore un gros besoin en la matière. Mais il faut regarder, ça commence à bouger, il commence à y avoir des informations qui sont données un peu partout.
Bon, bah, merci, un grand merci en tout cas à tous les deux pour ces précisions et ces interventions. Et très bonne journée à vous, à Solutions Coopérative.